Bonjour, chers amis étudiants. Bonjour à ceux qui seront dans la synchrone après. Donc, le cours que nous allons voir en spécialité aménagement et gestion des terres des écosystèmes AGTE est intitulé Législation sur l'eau, la forêt et l'environnement. Et ce cours est une entité de l'UE, législation et cadre de gestion des ressources. Donc, euh, l'objectif, c'est pour leur donner tout ce qui est en termes de législation, code sur la forêt, c'est-à-dire cette gestion de la forêt, sur l'eau et sur l'environnement en général. Donc, ce cours-là sera structuré en 5 cours. Donc, le premier cours, on peut dire c'est un cours zéro, qui va essayer de donner les notions basiques sur le droit. C'est ce qu'on appelle la définition du droit, comment organiser l'appareil judiciaire, les acteurs de la vie juridique, droit et bien des personnes, l'obligation des personnes. Donc, on va essayer de donner rapidement quelques notions sur le droit. Et en deuxième partie, nous allons parler des principes, des concepts et principes du droit de l'environnement. Que ce soit un droit international ou national, mais quels sont les concepts et les principes qui vont fonder le droit de l'environnement. On va essayer de définir le droit de l'environnement, de donner ses sources, de donner aussi les différents acteurs du droit international de l'environnement. On va essayer de bien expliquer les concepts du droit de l'environnement, à savoir tout ce qui est développement durable, le droit des générations futures, patrimoine commun de l'humanité. Donc, toutes ces notions-là, on va essayer de les définir. Et après, nous allons définir les principes du droit de l'environnement. La souveraineté étatique, tout ce qui est coopération, prévention, précaution, pollueur-payeur, participation. Ça, nous allons voir. Et normalement, en troisième leçon, c'est tout ce qui est sommet et convention sur le droit international de l'environnement. Donc, ça, je pense que vous avez un quiz et vous avez le cours qui est déjà scénarisé. Donc, ça, vous-même, vous allez travailler dessus. Sommet et convention du droit international de l'environnement. Ensuite, les deux derniers cours, je vais exposer ça simplement pour vous donner un travail personnel à faire. Donc, on va essayer un peu de donner le cadre juridique et institutionnel sur le code de l'environnement, sur l'eau et sur la forêt. Et après, nous allons parler de tout ce qui est les études d'impact et d'audit environnemental. Voici un peu comment sera structuré un peu notre cours. Donc, pour la première leçon, notion basique du droit de l'environnement. Et en mode d'évaluation. Normalement, comment on va faire l'évaluation? Il y a des quiz sur la plateforme. Donc, ces quiz-là, normalement, vont compter pour 20%. Si on fait une activité ou si on fait un exposé, ça va compter aussi pour 20%. Et l'évaluation finale sur le table va compter pour 60%. Voici un peu comment nous allons procéder pour notre évaluation. Donc, comme objectif d'apprentissage de cette première leçon qui a pour intitulé Notions basiques en droit, c'est de donner les bases fondamentales du droit. Donc, voici un peu comment sera structurée notre leçon. En un, on va avoir les cadres généraux du droit.
En 2, organisation de l'appareil judiciaire. En 3, acteurs de la vie juridique. En 4, droit et bien des personnes. En 5, obligation des personnes. Voici un peu structuré. Donc, déjà, nous pouvons dire que le droit, c'est une notion qui est déjà admise dans les sociétés. On voit que dans une société, le droit était toujours présent. Et le droit est également relatif, hein, il peut être différent en fonction des sociétés. C'est pourquoi on parle de la relativité du droit. Quand on soit peut-être aux États-Unis, en Russie, ou bien dans un pays pro-musulman, assez musulman, dans un pays chrétien, le droit va varier. Donc, c'est pourquoi on parle de la relativité du droit. Et le droit aussi est évolutif. Parce qu'on voit avec les nouveaux métiers, avec l'intelligence artificielle, tout ça, on voit que le droit même, hein, le droit évolue. Et, dernièrement, en France, je pense qu'ils ont pris une loi pour la majorité numérique, c'est-à-dire à quel âge un enfant peut avoir euh, des comptes sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont parlé de majorité numérique. Donc, ils ont voté en France cette loi-là, je pense, à 15 ans. À 15 ans, normalement, vous pouvez avoir un compte. C'est-à-dire sur Twitter, sur TikTok, voilà, ce genre de choses-là. Donc, voici un peu les trois aspects du droit que nous venons de voir. Le droit est omniprésent, il est relatif et il est évolutif. Donc, pour définir rapidement le droit, on va dire que le droit désigne les règles qui gouvernent la vie des hommes en société. Vous voyez bien que homme, j'ai mis grand H, c'est un homme inclusif qui prend en compte les femmes et les hommes. Voilà. Regarde, ça c'est pas hyper tout seul. Il a dit quand même. Ouais, progress. Donc, hein, donc, je définissais le droit comme étant les règles qui gouvernent la vie des hommes en société. Mais le droit, c'est-à-dire, ici, notre droit va se distinguer par ce qu'on appelle la règle de droit. Hein. La règle de droit joue un rôle essentiel parmi les diverses règles de vie sociale, morale et religieuse qui tendent à organiser toute société humaine. Parce qu'on sait que dans la société même, il y a déjà la règle morale qui existe. Si on n'a pas besoin de nous dire, on sait que tuer, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, et en fonction de notre appartenance à une religion, on va toujours essayer de respecter les commandements qui sont imposés. Donc, on peut parler de règles morales et de règles religieuses. Mais ici, le droit, donc ici maintenant, on va donner quelles sont les caractéristiques de la règle de droit. Voilà. Pourquoi on parle de règle de droit? Donc ici, la règle de droit, ses caractéristiques, cette règle-là est générale et impersonnelle. Générale et impersonnelle, cela veut dire qu'elle assure l'égalité juridique des citoyens car elle s'applique à tous et sans exception. Et cette règle de droit aussi est permanente. Ça veut dire qu'elle doit être abrogée pour disparaître, sinon elle tue dans le temps et dans l'espace. Et la règle de droit est obligatoire, ce qui sous-entend une sanction en cas de non-respect de la règle, punition ou réparation. Voilà, on peut vous punir, c'est-à-dire avoir une sanction pénale ou aussi vous pouvez réparer. Et cette caractéristique, c'est la non-rétroactivité. Donc, la règle de droit ne peut pas s'appliquer à des situations de fait ou de droit antérieurs à sa publication. Voilà. Parce que, voilà, antérieur à sa publication. Parce que normalement, lorsque une loi
doit rentrer en vigueur. Nous avons là le projet de loi. On a soit le projet de loi ou la proposition de loi, en fonction que ce soit le gouvernement qui a l'initiative ou bien c'est le Parlement qui a l'initiative. Et cette loi-là va arriver au niveau du Parlement. Le Parlement va statuer, ils vont essayer d'amender et ils vont voter la loi. Et la loi doit être maintenant quoi? Quand on finit de voter la loi à l'Assemblée, cette loi-là doit être promulguée. C'est-à-dire, le président doit signer cette loi-là. Elle doit promulguer cette loi-là. Et la loi promulguée doit être publiée dans le journal officiel. Maintenant, cette loi-là peut rentrer, mais je vais passer plus de suite. Donc, après avoir donné les caractéristiques de la règle du 3, nous allons essayer de donner les différentes subdivisions de la règle du 3. Donc, en termes de subdivision, on peut déjà parler du droit objectif et du droit subjectif. Donc, le droit objectif, ici, on va parler du droit national qui peut être privé au public et du droit international aussi qui peut être privé au public. Au niveau du droit subjectif, nous avons tout ce qui est droit civil, droit public, droit politique. Et au niveau du droit civil, nous avons le droit extra-patrimoniaux et le droit patrimonial. Au niveau du droit patrimonial, on peut distinguer le droit réel et le droit de créance. Parce qu'on va expliquer rapidement. Donc, le droit objectif, qu'est-ce que c'est? Le droit objectif, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des lois et des règles qui vont organiser la vie en société et le rapport entre les individus. Donc, comme on dit, lois et règles qui vont organiser la vie en société, c'est-à-dire l'homme en société, l'homme avec la société, et puis les relations entre les hommes mêmes. Ça, c'est le droit objectif. Le droit subjectif, par contre, est l'ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu'il soit personne physique ou morale. Les droits subjectifs, point de vue de l'individu, sont reconnus par le droit objectif, point de vue de la société. Donc, ici, quand on veut, parce que ici, pour mieux expliquer le droit subjectif, on voit qu'un député aura des droits subjectifs. Il ne sera pas mis sur, comme on appelle ça, comme un individu lambda de la société, puisque le député, c'est le représentant du peuple. Donc, il aura un droit subjectif qui va s'appliquer au député. Pour poursuivre un député, il faut d'abord lui soustraire son, comment on appelle ça, son humanité, non, son droit parlementaire, voilà, il faut lui soustraire ça pour qu'il soit poursuivi. Donc, ici, on comprend bien la différence entre un droit subjectif qui peut être un avantage ou un pouvoir particulier attribué à l'individu et le droit objectif qui règle la vie en société et les rapports entre les individus. Donc, le droit national. Dans le droit national, c'est toujours l'ensemble des lois qui s'appliquent ici à un territoire, un pays bien donné. Et on va parler du droit national public lorsque ça concerne les relations entre citoyens et État. Entre citoyens et État, on parle de relations publiques. Entre les citoyens, on parle de droit national privé. C'est pareil aussi avec le droit international, qui est l'ensemble des lois qui va s'appliquer à plusieurs pays qui vont signer un accord. Et on va parler de droit public lorsque ça concerne les relations entre citoyens de différents États et du droit privé lorsque ça concerne les relations entre États différents.
Donc aussi, on a le droit politique, le droit public. Le droit public, c'est ce que l'on possède en tant que membre dans une société. Liberté de culte, liberté de se rassembler. On a le droit civil. Le droit civil, c'est ce que l'on possède en tant qu'individu dans la société. Donc, on a les droits patrimoniaux qui est transmissible et évaluable en argent. Ce qu'on va léguer à nos enfants, ce qu'on va acquérir. Et les droits extra-patrimoniaux ne se trouvent pas dans le patrimoine. Ils sont intransmissibles et non évaluables en termes d'argent. Tout le monde a ces droits-là. Et puis, ce qu'on va appeler patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. On dit, voici mon patrimoine. On doit diviser ça, c'est l'ensemble des biens et des dettes, passifs et actifs. Les sources du droit. Le droit va tirer ses sources au niveau, on aura des sources écrites et des sources non écrites. Donc, au niveau des sources écrites, nous avons les lois et les sources non écrites, nous avons la loi, les textes réglementaires et les textes communautaires. Au niveau des sources non écrites du droit, nous avons les coutumes et les usages, la doctrine et la jurisprudence. Au niveau de la loi, on dit la loi, c'est la règle obligatoire destinée à organiser la société et émanant de l'Assemblée nationale. Donc, la Constitution est la loi fondamentale. La Constitution donne, représente le socle de la loi. C'est le document de base de l'État. Donc, dans la Constitution, on va définir les grandes lignes. Donc, elle va définir les principes généraux des autorités législatives, exécutives et judiciaires. Elle va préciser dans ces différents articles les libertés, les droits et les devoirs des habitants. Voici un peu au niveau de la Constitution. Après la Constitution, qui est la loi fondamentale, nous avons les textes réglementaires. Donc, les textes réglementaires, ce sont les textes élaborés par le pouvoir exécutif en vertu de ses propres pouvoirs, Donc, on va avoir au niveau des textes réglementaires, comme premier texte, nous avons les décrets. Les décrets sont signés par le président de la République. Ils sont souvent des décrets d'application d'une loi. La rédaction et la promulgation reviennent au pouvoir exécutif. Ça, c'est au niveau des décrets. On a ce qu'on appelle les arrêtés. On a pris un arrêté ministériel, un arrêté préfectoral, un arrêté municipal. Donc, c'est une décision d'ordre pratique qui peut être ministérielle, préfectorale ou municipale. Selon sa source, elle peut s'appliquer à un territoire géographiquement délimité ou bien aussi à un secteur d'activité. Si le préfet fait un arrêté, ça va être circonscrit au niveau du territoire. Mais si c'est un ministre qui fait un arrêté, ça va être au niveau du secteur d'activité. Et enfin, au niveau des textes réglementaires, nous avons les ordonnances. Ce sont des textes élaborés par le pouvoir exécutif, mais entrant dans le domaine de la loi. Une fois ratifiées par le Parlement, elles ont valeur de loi. C'est-à-dire ici, quand on prend une ordonnance, ça, le chef de l'État prend une ordonnance. Maintenant, cette ordonnance-là, une fois qu'elle est ratifiée par le Parlement, elle a valeur de loi. Elle a valeur de loi. Or, on voit que d'abord, on a la loi. La loi, c'est un peu... on a la loi, et après, maintenant, on a les décrets. Parce que la loi, c'est une loi. Et après, on a les décrets, on a les arrêtés et on a les ordonnances. La loi émane de quelle institution? S'il n'y a personne en ligne. Il n'y a personne?
Allô, il n'y a personne en ligne? Je, je pense qu'ils viennent, ils viennent de répondre. OK. Donc, ici, la loi émane de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Mais les différents textes réglementaires, hein, on dit, elles sont élaborées par le pouvoir exécutif. Voilà. Donc, le décret par le gouvernement, arrêté, ça peut être ministériel, préfectoral ou municipal, ordonnance par le pouvoir exécutif. Et on a aussi les textes communautaires quand on parle de sources écrites. C'est tout ce qui est, ce sont les accords officiels passés entre les États dans différents domaines. Donc, au niveau des textes communautaires, nous avons ce qu'on appelle des déclarations. Euh, Quand on voit souvent dans les sommets, puis au niveau international, on parle de déclarations. Il y a les déclarations qui sont des normes et principes rédigés par des États qui s'engagent à les respecter. Mais ces déclarations-là n'ont pas force de droit. Les États qui ne respecteraient pas ces normes et principes feront l'objet de sanctions morales par la communauté internationale. Après ces déclarations, nous avons ce qu'on appelle les conventions. Les conventions, ce sont des séries d'accords. Ce sont des accords entre États qui incluent des normes et principes auxquels ils sont obligés de se conformer. Ici, on a la notion d'engagement et, et la notion contraignante. Et après, nous avons ce qu'on appelle les protocoles. Et les protocoles consistent en des ajouts de nouveaux principes et de normes pour renforcer une convention déjà adoptée. On voit au niveau de la convention sur le changement climatique, après on parle du protocole de Kyoto, on veut renforcer. OK, ça, ce sont les sources non écrites. Au niveau des sources, ça, c'était par contre les sources écrites. Donc, les sources écrites, on a la loi, on a les tests réglementaires et on a les tests communautaires. Au niveau des sources non écrites, on a ce qu'on appelle les coutumes et les usages. Au niveau des coutumes, la coutume est une règle de droit et d'une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire. Par contre, l'usage est une règle professionnelle ou locale qui s'impose par le caractère répété et la croyance en leur caractère obligatoire. Pour bien expliquer ici, quand on veut expliquer la coutume, quand on voit la dot c'est une coutume, c'est une pratique habituelle et prolongée. Voilà, l'usage par contre, lorsque vous faites, vous êtes un démarcheur, souvent, ceux qui font les affaires passent de 10%. Ils passent de 10%. Voilà, ça c'est au niveau des usages. Donc, après les coutumes et les usages, nous avons la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des travaux des auteurs, tels que des avocats, des notaires, des universitaires, qui expriment leur conception théorique du droit et les économes des lois. Parce que ici, on peut dire, pour essayer d'expliquer, il peut avoir une thèse ou bien une doctrine au niveau. Lorsque vous êtes accusé de meurtre, on peut vous condamner à 20 ans de prison. Et imaginez quelqu'un qui tue une femme enceinte, qui a, qui a des tripés. Voilà. Est-ce que ces enfants, donc c'est comme s'il a tué 4 personnes ou 5 personnes, donc on peut déjà, voilà, et puis l'autre passe. Est-ce qu'il va avoir 20 ou bien 20 multiplié par 3 ou bien par 4? Voilà. Donc, ce sont ces conceptions voilà, qui vont
hein, qui vont donner matière et les juges vont s'appuyer souvent sur la doctrine pour pouvoir rendre leurs décisions de justice. On a aussi ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont des textes émanant des cours de justice. Elles peuvent être une interprétation de la loi ou une réponse donnée à une situation caractérisée par le vide juridique. Ils font jurisprudence, c'est-à-dire qu'ils constituent une référence pour trancher dans des cas pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsque le juge doit rendre une décision de justice, il va s'appuyer sur la loi. Mais il doit forcément rendre une décision de justice. Il va dire, comme la loi n'a rien eu dessus, moi je devrais. Donc le juge a obligation de pouvoir rendre une décision de justice. Donc, lorsque il y a un vide juridique, il va interpréter la loi. Ou bien il va s'appuyer sur une situation peut-être qui s'est passée dans un autre pays. On prend le cas souvent aux États-Unis, parce que comme eux, ils ont plusieurs États, voilà. Donc le juge, au moins dans un État, peut prendre une décision et dans un autre État, un juge où il y a un but juridique va faire référence, voilà, va faire référence à la même situation pour rendre une décision. C'est ce qu'on appelle un peu la jurisprudence. Donc, les principes fondamentaux de l'appareil judiciaire. Donc, ici, c'est plus en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, on a le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, l'autonomie du pouvoir judiciaire à l'égard des autres pouvoirs. Et donc, on a combien de pouvoirs? Ici, on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Voilà, exécutif qui est représenté par le gouvernement, législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale, par les parlementaires, et judiciaire qui est représenté par les juges. On a aussi le principe de l'unification des juridictions en Côte d'Ivoire. Et les juridictions connaissent toutes les affaires, que ce soit civiles, commerciales, pénales et fiscales, quel que soit le statut de la personne. On a aussi le principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire, cela veut dire qu'on peut faire recours devant une juridiction de degré supérieur. Lorsque vous êtes en première instance et on donne une décision de justice et vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un recours devant une juridiction de degré supérieur. L'organisation, comment est organisé l'appareil judiciaire? Donc, le pouvoir judiciaire exercé présentement par la juridiction de premier degré, on parle du tribunal de première instance, et les juridictions de second degré, on parle de cour d'appel, sous le contrôle de la Cour suprême. Et il faut noter que le Conseil constitutionnel forme avec la Haute Cour de justice des juridictions spéciales. Je sais que c'est un peu pareil dans nos pays. Donc, on a le corps judiciaire. Donc, le corps judiciaire, on va voir. Ici, comment est composé? Donc, le corps judiciaire est composé d'un côté, on a les magistrats, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les auxiliaires de justice. Donc, au niveau des magistrats, on a deux types de magistrats. On a les magistrats de siège. Le siège, ça veut dire déjà qu'ils sont assis. Et on a les magistrats du parquet. Et au niveau des auxiliaires, on a tout ce qui est greffier, huissier, avocat, notaire et les experts. Les experts, si on traite peut-être d'un crime, on peut avoir un expert en criminologie. Ou bien, voilà, on peut avoir un expert peut-être en médecine ou aider. Donc, ici, la différence entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège, c'est les magistrats assis. C'est les juges, c'est les présidents du tribunal. Ils sont chargés de juger
et de prononcer le jugement ou les arrêts. Normalement, ils sont inamovibles, c'est-à-dire on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les affecter comme ça. On a les magistrats du parquet, eux, ce sont des magistrats du ministère public. On parle de procureurs, les substituts. Eux, ils défendent les intérêts de la société. Ils dépendent du ministère de la justice. À côté des auxiliaires, on a les greffiers, ce sont les fonctionnaires assistant les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. On a les huissiers qui sont chargés d'informer le défendeur des différents actes de procédure, assignation et des décisions de justice, des significations. À côté des huissiers, nous avons les notaires chargés de l'élaboration, de l'authentification et de la conservation des actes juridiques ayant une force juridique particulière, comme les testaments, lorsqu'il y a vente de biens. Et on a les avocats, conseillers, assistés, qui conseillent, assistent les clients, qui défendent le client devant le tribunal. Et enfin, on a les experts chargés de réaliser des expertises à la demande du tribunal dans différents secteurs. Aussi, on a ce qu'on n'a pas appelé les compétences. Si on va aller un peu vite vers les compétences. Donc, on parle de compétences d'attribution et de compétences territoriales. En fonction, c'est-à-dire si un crime a lieu dans une circonscription, c'est-à-dire si on a volé, on m'a battu à côté, je vais pas aller porter plainte au commissariat de Mans. Voilà, donc on va parler ici de compétences territoriales. Et on va parler, et en fonction de la valeur de l'objet aussi, on va parler de compétences d'attribution. Voilà. Si on va aller un peu vite. Bon, ça, c'est tout ce qu'on appelle action de justice. C'est-à-dire pour pouvoir introduire une action en justice, le plaideur, c'est-à-dire celui qui doit aller se plaindre, là, il doit avoir la capacité, il doit avoir un intérêt personnel et il doit être légitime et avoir la qualité. Alors, si c'est ton frère, on a frappé, et puis c'est toi qui vas porter plainte, est-ce que tu es légitime? Est-ce qu'un mineur, est-ce qu'il a la qualité? Est-ce qu'un mineur va le porter? Voilà. Donc, c'est dans ce qu'on parle de la capacité, de l'intérêt personnel, être légitime et avoir la qualité. Donc, ici, on a souvent deux notions. On parle de demandeur et de défendeur. Donc, la personne qui intente l'action va s'appeler le demandeur, celui qui poursuit là. Quelqu'un va s'appeler le demandeur. Et celui qui va se défendre, celui qu'on accuse, c'est le défendeur. Le défendeur est celui qui se défend contre la demande introduite à son encontre. On a la procédure civile qui porte sur l'ensemble des formalités qui doivent être accomplies et suivies devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Quand on parle des juridictions de l'ordre judiciaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, parce qu'on a des juridictions, c'est de l'université aussi. Celui qui fait une faute très grave, on va l'envoyer à l'université, au conseil d'université, et il y a un conseil aussi de discipline. Et le président, et le juge, c'est qui ici? Le juge. Ce sera forcément le président. Ce sera le président de l'université. Voilà, donc c'est le président de l'université qui va trancher, c'est-à-dire si un étudiant a fraudé, il doit l'envoyer au conseil de l'université. Et qui a la tête du conseil de l'université? C'est le président. Et le président de l'université, il porte la casque de juge. C'est pourquoi souvent, on dit souvent, tout magistrat est juge, mais tout juge n'est pas magistrat. Donc, la procédure civile se fait en 5 étapes. On a d'abord la demande introductive, la mise en état, l'audience, le jugement et les voies de recours. Ça, quand vous allez lire, vous allez bien comprendre. Ça, c'est pas compliqué. On a aussi les acteurs de la vie juridique. Donc, on va parler de la notion de personnalité juridique.
On sait déjà qu'on a les personnes physiques, hein, on a la personne physique et la personne morale. Donc ici, la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des obligations. Donc, les effets de la personnalité juridique, parce qu'un homme a une personnalité juridique. Mais est-ce qu'un chien a une personnalité juridique? Ou bien, voilà. Ou bien, voilà. Donc, les effets de la personnalité juridique fait naître une identification, c'est-à-dire lorsque euh, tu as la notion de personnalité juridique, on doit s'identifier donc par un nom, un domicile, une nationalité. Ça t'attribue un patrimoine qui est l'ensemble des droits et des obligations évaluables en termes d'argent. Permet d'être titulaire de droits et d'obligations. Et quand vous avez la personnalité juridique, ça met en jeu votre responsabilité civile et pénale. Donc, on va parler ici des personnes physiques et des personnes morales. Donc, je pense que ici, on va les personnes physiques. C'est pour être personne physique, il faut être un être humain. Pour être un être humain. Et l'être humain acquiert sa personnalité juridique à sa naissance. Mais cependant, l'enfant doit naître vivant et viable, c'est-à-dire vivant, l'enfant, il soit il est vivant. Viable, ça veut dire qu'il doit avoir tout. C'est-à-dire les médecins doivent décider qu'il est viable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une déformation qui montre que dans peu de temps, il va mourir. Donc, l'enfant doit naître vivant et viable. La personnalité juridique cesse avec le décès, dont la date est précisée par l'acte du décès. Donc, lorsqu'on est, on acquiert la personnalité juridique. Lorsqu'on décède, hein, on, on cesse d'avoir cette personnalité juridique-là. Mais par exception, il existe deux hypothèses où le droit admet par fiction la fin de la personnalité juridique. Donc, on parle de absence et de disparition. Donc, il faut faire la différence entre ces deux notions-là, entre la notion, entre l'absence et la disparition. L'absence, c'est la cessation de paraître à son domicile et à sa résidence et de rester sans nouvelles de sorte que l'on ignore si la personne est en vie ou la personne est décédée. Donc, ça, c'est l'absence. Maintenant, la disparition ici, c'est lorsqu'il y a une situation de quasi-certitude ou de certitude relative à la mort d'une personne dont le corps n'a pas pu être retrouvé. Il y a eu un crash de tête d'avion, c'est vrai qu'il y a eu 10 survivants, il y a d'autres, on a récupéré les corps, mais il y a d'autres, on n'a pas vu les corps aussi. Donc ici, on est dans le cas de quoi? D'une disparition. Maintenant, un monsieur qui a l'habitude de sortir très tôt le matin, il sort, il va au travail, il revient, il sort au travail, il revient. Et ce jour-là, on ne le voit plus. Ça, on parle de absence. Donc, ici, ça, on va, ici, on élabore un peu, hein, on donne les différents éléments d'identification, à savoir le nom. Parce que le nom, il y a le nom patronymique. Il y a le nom patronymique et il y a les prénoms. Il y a le domicile, la nationalité et l'état civil. Marié, célibataire, divorcé, voilà. On a la notion de personne morale aussi. Une personne morale est un groupement de personnes et ou de biens. C'est-à-dire qu'on peut se mettre ensemble, ça on parle de personnalité morale, ou bien on peut mettre euh, notre patrimoine aussi. Voilà. Donc ça peut être un groupement de personnes et ou de biens auxquels la loi va attribuer la personnalité juridique. Une personne morale acquiert sa personnalité juridique après enregistrement auprès d'une administration. Bon, il y a tout un processus pour avoir. C'est-à-dire que si c'est les associations, je pense les associations, on passe par la préfecture de police.
Maintenant, si c'est les sociétés, voilà, là, il y a une autre séquence. Ici, on essaie de catégoriser un peu les personnes morales. Parce que quand on parle de ONG, ici, dans quelle partie on va mettre les ONG ici d'abord, toi? Dans le droit privé. Et au niveau de quoi ici? Oui, oui, dans le droit privé, mais où? Dans les associations. Voilà. Si, ici, si on veut parler de la mairie, c'est-à-dire que quand on prend la mairie d'une ville, on peut être où ici? Dans la mairie, collectivité territoriale. Mais par contre, si on parle d'un hôpital public ou d'une école, voilà, établissement public. Donc, les personnes morales sont subdivisées en personnes morales de droit public, en personnes morales de droit privé. Donc, on a l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ici sont dans le domaine du droit public. Et on a les associations et les sociétés qui sont aussi dans le droit privé. Bon. Ici, on parle un peu de capacité juridique des personnes physiques. Donc, on dit l'aptitude d'une personne à pouvoir exercer elle-même ses droits et obligations. Donc, en fait, la capacité juridique, c'est l'aptitude de pouvoir exercer soi-même ses droits et obligations. Donc, la capacité juridique se compose de deux types de capacités. On a ce qu'on appelle la capacité de jouissance et il y a la capacité d'exercice. Dans la capacité de jouissance, c'est l'aptitude à être titulaire des droits et d'obligations. Et la capacité d'exercice, c'est le fait de pouvoir exercer soi-même là ses droits. Donc, toute personne qui possède la capacité de jouissance et la capacité d'exercice est considérée comme capable. Mais il existe des exceptions. Des personnes peuvent être frappées par ce qu'on appelle une incapacité juridique. Donc, une incapacité juridique se traduit par le fait qu'une personne ne peut pas exercer elle-même ses droits et obligations. L'incapacité ne porte donc que sur la capacité d'exercice. Donc, ici, on va être précis, on va continuer. Ici, on a les différents cas de capacité juridique. Donc, soit c'est pour protéger la personne, on va frapper d'incapacité juridique, soit pour protéger les personnes, soit pour protéger la société. Lorsqu'on veut protéger les personnes, d'abord, les personnes les plus fragiles, on a les mineurs et on a les incapables majeurs. C'est-à-dire, dans les incapables majeurs, on a tout ce qu'on peut appeler les vieillards, les handicapés mentaux, voilà, tout ça, ça c'est les incapables. Maintenant, les mineurs, c'est ceux qui sont, voilà, ceux qui n'ont pas encore la majorité. Maintenant, on peut frapper aussi les capacités des personnes qui étaient déjà condamnées. S'il a fait un braquage, il a violé, voilà. Lui, il peut être frappé des capacités juridiques. Donc, pour pouvoir protéger la société. OK. Donc, j'espère qu'on comprend bien cette partie-là. Ah, voilà. Donc, les personnes, euh, il y a des exceptions. Lorsque un mineur, en fait, un mineur peut s'émanciper. Il y a des pays où on est mineur jusqu'à 18 ans. À partir de 16 ans, le mineur peut s'émanciper. On dit un mineur peut être émancipé dès 16 ans, c'est-à-dire
il va acquérir la capacité d'exercice. Il sera considéré comme un majeur capable. Donc, ça c'est, ou bien il peut s'émanciper aussi par le fait du mariage ou, ou encore une émancipation volontaire. Les personnes condamnées aussi qui ont perdu leur capacité peuvent retrouver cette capacité-là après au moins 5 ans, bon, en fonction des différentes législations. Donc, on a les dispositifs. Donc, pour protéger, on a soit on a la représentation, on a l'assistance ou on a l'autorisation. Vous voyez, lorsque les, les mineurs veulent passer le permis, on dit qu'il faut prendre une autorisation parentale. Voilà. Maintenant, l'assistance permet à l'incapable d'agir lui-même, mais il doit toujours accompagner. Voilà, il doit toujours accompagner la besoin. Et maintenant, la représentation, ça, on dessaisit totalement l'incapable au profit d'une personne qui va agir à sa place. Voilà. Donc, c'est le degré. Donc, la représentation, ça, c'est le plus fort. Représentation, l'assistance et après, l'autorisation. Donc, ici, on a les différents droits de la personne. Donc, on va aller directement. Les droits extra-patrimoniaux, privilèges ou prérogatives inhérents à la personne et susceptibles d'une évaluation financière ou pécuniaire. Ils ne sont pas insusceptibles d'une évaluation financière. Ils ne sont pas transmissibles. C'est-à-dire ce sont des biens qu'on ne peut pas évaluer en termes d'argent. Donc, ils peuvent être soit des biens publics ou bien des biens privés, donc droit à la politique, liberté publique, droit de la personne, droit de la famille, tout ça, ça rentre dans les droits extra-patrimoniaux. Le droit patrimonial, droit ayant une valeur pécuniaire. Donc ici, on parle souvent de droit réel, qui va s'appuyer sur une chose matérielle, droit réel, soit j'ai un ordinateur, un droit réel. On va parler de droit personnel. Ce sont des droits reconnus à toute personne. Et on va parler aussi de droit intellectuel. Ici, dans le droit intellectuel, on va parler de biens immatériels. Lorsque vous écrivez une chanson, vous avez un bien sur cette chanson, on parle de biens immatériels. Donc, le droit réel, on dit pour avoir un droit réel sur un objet, il faut avoir en même temps l'usus, le fructus et la busus, c'est-à-dire le droit d'user, le droit de bénéficier et le droit d'aliéner ce bien-là. Donc, il y a plusieurs démembrements du droit. Voilà. Donc, on a le bien des personnes aussi. Donc, on a la classification au niveau des biens. Donc, pour classifier les biens, on va s'appuyer peut-être sur un critère sur la fixité. C'est-à-dire, est-ce que ce bien-là, on peut déplacer ce bien-là ou on ne peut pas déplacer ce bien? Donc, lorsque ce bien, on ne peut pas le déplacer, on va parler de biens meubles, de biens immeubles, lorsqu'on va le déplacer. Bien immeuble. Lorsqu'on peut le déplacer, on va parler de biens meubles. Donc, on voit les différentes catégories de biens meubles. Biens meubles par nature, biens meubles par détermination de la loi, biens meubles par anticipation. On va parler aussi de biens immeubles. Immeubles par nature, immeubles par destination, immeubles par l'objet auquel il s'appuie. Donc, c'est le différent. Donc, ici, on va définir, je pense que c'est bien défini dans le document. Et on a aussi l'obligation ici de la personne. Donc, on définit l'obligation. L'obligation va s'appréhender comme un lien de droit existence entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'elles peut exiger de l'autre l'exécution d'une prestation quelconque. Par ailleurs, on distingue de l'obligation civile l'obligation morale qui est de nature religieuse ou
et l'obligation naturelle qui s'apparente à un devoir de conscience. Les obligations civiles naissent de deux types de situations. On a ce qu'on appelle les faits juridiques et on a les actes juridiques. Donc, on va expliquer les faits juridiques, là, ça peut être soit une naissance, un décès, un accident. Ça c'est un fait juridique. Par contre, lorsqu'on parle d'actes juridiques, les actes juridiques, ça peut être une vente. Lorsque tu vends ta voiture, là, tu fais un acte juridique. Donc, on dit, sont définis comme des actes de volonté. Et, et de l'autre côté, euh, ce sont des situations volontaires ou non, dont l'effet juridique prévu par le texte n'est pas recherché par la personne. Lorsque vous faites un accident, ça c'est pas, voilà, mais il y a des conséquences. Donc, ici, on essaie de donner une typologie des différents, voilà la différence d'obligation. Donc, on a les obligations selon la source, selon l'objet et selon la doctrine. Si on prend le cas selon la doctrine, on a l'obligation des résultats et on a l'obligation de moyens. Un médecin, est-ce qu'il a l'obligation des résultats? Quand vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, lui, il a l'obligation de moyens. Il doit mettre tout en œuvre pour vous sauver. Voilà. Donc, on a ces différents types d'obligations-là en fonction. Donc aussi, si on a différents types de contrats, donc pour pouvoir avoir un contrat ou effectuer un contrat, on doit avoir ce qu'on appelle le consentement à la volonté, on doit avoir la capacité, on doit avoir l'objet du contrat et la cause du contrat. Donc, pour signer un contrat, il faut avoir les règles de formation d'un contrat. Donc, voici un peu, voilà, de manière générale, quelques notions sur le droit.